à tous, bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un. Alors vous allez penser que je vais vous présenter un artiste qui va parler de son premier album, ou du moins ce qui va parler de son dernier album, un musicien dont tout le monde parle. Eh bien, non, pas du tout, parce que la personne que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'une autre catégorie d'artistes. C'est l'artiste du son. Je vous présente quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et pourtant qui nous fait entendre tout plein de jolis sons à travers les albums qu'il a enregistrés, à travers les spectacles dont il a la charge. Eh bien, je vous présente Patrick Audin. Patrick Audin qui va nous parler de lui, de comment il est arrivé au son, parce que Patrick Audin est ingénieur du son. Donc, moi, je m'étais dit, Patrick, bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alors, je vais te laisser parler. J'étais en train d'expliquer à nos amis auditeurs qu'il fallait passer par là parce qu'on parle des artistes et souvent, on parle très peu, même si on écrit leur nom sur les pochettes d'albums, des artisans, des magiciens du son. Alors, oui, comment ça va, Patrick Audin? Eh bien, ça va. Puis je remercie quand même Haïti Inter de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir que je puisse parler enfin aux auditeurs cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà Patrick Audin, mais sans doute vous avez entendu parler de Patrick Audin, vous qui tournez dans les sphères de la musique. Mais pour ceux qui ne tournent pas dans les sphères de la musique comme les musiciens, donc les artistes, quoi. Donc, on dit, ouais, je vois l'album d'Emeline Michel, je vois l'album j'entends le son d'un enregistrement d'Amos Coulange avec Micheline Denis, la pianiste, et Amos Coulange, le guitariste. En fait, on entend tout ça, puis il y a d'autres artistes aussi, puisque c'est des années quand même, Patrick Audin, d'enregistrement. Et puis, on ne voit pas l'autre personne derrière qui, une fois l'enregistrement fait, va travailler, et d'ailleurs pendant l'enregistrement. Donc, c'est important pour moi. Moi, je tenais, il faut que je vous précise pourquoi j'ai pensé à interviewer Patrick Audin. J'ai eu une pause là. C'est parce que tout simplement, j'avais un entretien avec Amos Coulange et il nous racontait comment l'enregistrement se passait à l'époque lointain derrière, et dans les années 70, Patrick, tu nous diras. Et donc, justement, et je me dis, mais mon Dieu, comment ça se passait? Il fallait faire attention aux voitures qui passent et plein de choses. Et puis, je me dis, quand même, c'est important que ces personnes-là qui sont derrière, qui travaillent comme des fourmis, qu'on ne voit pas, puissent parler, parce que cette émission les concerne aussi, les Années Folles. C'est une émission de musique avec des musiciens, et justement, un ingénieur du son fait partie. Voilà comment j'en suis arrivée à Patrick Audin. Mais avant d'être un ingénieur du son, Patrick Audin, tu vas nous parler de toi, un tout petit peu quand même. Alors, tu es né où, Patrick Audin? Je suis né à Port-au-Prince et puis dès l'âge de 4 ans, mes parents ont voulu que j'apprenne le piano et puis voilà, j'ai commencé à jouer au piano. Et pendant quelques années, peut-être 5, 6 ans, 7 ans, et pratiquement vers l'âge de 12 ans, bon, je connaissais déjà Raoul Denis Junior. On a commencé par se revoir aux classes d'orgue que sa mère animait. Et je me suis mis maintenant à l'orgue pendant 6, 7 ans, jusqu'au jour où je devais partir pour le Canada étudier. Et au Canada, j'ai plutôt étudié à l'école de génie, mais j'ai eu la chance de suivre des cours dans une école spécialisée, des cours d'orgue. Donc, j'ai passé pratiquement 4 ans de cours d'orgue à Montréal, justement. Et après quelques années, je suis rentré en Haïti. C'est de retour en Haïti que je me suis mis maintenant avec d'autres amis. Et c'était pour jouer ensemble à l'orgue, au piano, au keyboard. Et puis après, finalement, j'étais tellement attiré par la technologie que je me suis acheté un ordinateur dans le but de faire du sequencing. On était en quelle année, Patrick? Oui, On était en quelle année?
Là, c'était en 88, 89. Je me suis mis vraiment à travailler et à justement installer le personal computer. À l'époque, c'était le seul programme pour PC permettant de faire de la musique. Donc, j'étais entouré par des amis, Philippe Augustin de Strings, actuellement, et aussi de Marcus, et Raoul aussi. Raoul est venu se joindre à l'équipe peut-être un an après. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à devenir des gens, enfin, j'enregistrais convenablement et on faisait le sequencing et on a commencé par le tout premier projet avec Raoul, c'était Doréus, où nous avons rencontré aussi la fille de Martha Jean-Claude, Sandra Mirabal. Sandra Mirabal, qui jouait de la clarinette. Et puis là, ça a été une équipe formidable pendant au moins un mois. On a fait un très beau ballet et puis vraiment, c'était extraordinaire. Ok. Alors, Patrick Audin, vous avez commencé par la musique, le piano, vous êtes passé à l'orgue. Pourquoi avoir laissé le piano pour l'orgue? Bon, je n'ai pas vu sur le piano, j'ai toujours fait du piano, mais l'orgue, c'était plus plaisant. Enfin, pour l'âge, on rencontrait des amis, et puis on jouait sérieusement 2 ou 3 pièces, et puis après, c'était la fête. Tu vois, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe? Oui, là, vous rencontrez des amis, vous jouez ensemble, mais officiellement, est-ce que vous avez participé dans une formation musicale où on va vous retrouver au clavier avec un groupe en particulier? Ça, c'est pas reproduit souvent. Au Canada, oui, j'ai eu l'occasion de jouer dans les classes d'orgue, justement à la salle Claude Champagne, pour ceux qui connaissent Montréal. Il y avait 3, 4 organistes et chacun de nous, on avait une partie. Tantôt, je faisais la basse avec les pédales, tantôt, j'avais les mains d'en haut, tantôt, c'était tout le monde qui jouait l'orgue avec justement la pédale et les deux mains, les deux claviers aussi. Et ça, c'était vraiment amusant. Mais dans ma carrière d'ingénieur, j'étais le plus souvent tout seul à être occupé dans la musique. Donc, je me suis un petit peu, au fur et à mesure, orienté plutôt vers l'enregistrement, qui a toujours été ma passion. D'accord. Tu vois, une passion, un rêve d'enfant d'enregistrer tout. Alors, c'était très facile pour moi de rester derrière la console et puis vraiment d'aider tout le monde à travailler bien. Vous étiez timide, Patrick? Tout à l'heure, j'étais en train de dire tu, et puis me voilà dans vous. Je ne sais même plus où donner de la tête. Qu'est-ce que je fais? Je retourne à tu. Tu étais un jeune timide pour avoir voulu se cacher derrière, pas se cacher, mais derrière plutôt, que d'être là en tant que musicien. En fait, je ne dirais pas que je suis timide ou que j'étais timide, mais j'ai beaucoup plus joué avec la technologie que de mettre à l'heure sur scène. Je ne chantais pas de toute façon. Et je sais jouer, j'ai passé des années à jouer à l'orgue à Saint-Louis-de-Gonzague aussi, à mon retour en Haïti. Donc, j'avais vraiment l'habitude de jouer devant 1000 personnes. D'accord. Ah bah, Patrick Audin, c'est un musicien, avant tout. Oui, c'est sûr. Et c'est le musicien qui va se transformer en ingénieur du son parce que tu as été à la fac pour apprendre le génie. Comment on qualifie? Je travaille je vois la conception des transformateurs, des pièces électroniques surtout. Mais le son, c'était une passion d'enfance. Depuis le début, j'aimais ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi le son, Patrick? Le son, ça qui vient à l'oreille. Puisque c'est une passion, ça veut dire que tu l'entends comment pour vouloir aller travailler dedans? Alors, là, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, mais j'ai envie d'y répondre sérieusement. Tu sais, ce que j'entends, ça doit être fidèle. Souvent, j'écoute un disque, je ne reconnais pas l'instrument. Je sais que c'est ça, c'est l'instrument, mais il y a un tas de choses qu'il faut faire pour avoir le son exact. Tu vois, la position du micro, le type du micro, et bon, il y a évidemment la qualité aussi du doigté de l'artiste, de son instrument,
Mais de toute façon, je reconnais ce qui est bon. Tout de suite. Si c'est l'instrument qui est naturel et l'artiste, il est à l'aise, pour moi, c'est exactement le son qu'il faut. Tu vois, ça doit être un petit peu un mélange de l'exactitude. Et si tu veux, il y a quand même un aspect très intéressant, c'est plutôt clair au public. Ça demande le confort de l'artiste aussi. Donc, tu es plutôt puriste dans ce sens-là. Le son doit être pur. On a appris, tu vois, avec le temps, j'ai appris à avoir un petit peu ce qu'on appelle l'oreille juste. J'entends les notes, je sais exactement quelle note. Si c'est pas ça, je sais tout de suite comment Donc, l'ajuster. Je peux faire ces remarques-là en un temps comme beaucoup de musiciens actuellement sur la scène qui arrivent à distinguer tout de suite si une note est juste, si elle ne l'est pas, si un piano est accordé, il ne l'est pas, une batterie, un tambour. C'est devenu, je dirais, une bonne habitude d'identifier tout ça. c'est une habitude qui est venue avec le temps. Mais Patrick, ça veut dire que pour que cette habitude s'installe, il a fallu déjà d'abord que tu aies eu cette sensibilité par rapport au son. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu dis que c'est naturel pour toi? Oh oui, 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 c'est naturel. Et quand un son n'est pas tout à fait comme il doit être, est-ce que Patrick Odon, tu vas pousser l'artiste jusqu'au bout pour qu'on en arrive au son qui doit être amené, parce que le son, on le fait pour soi, on chante pour soi, on enregistre un album pour soi, mais surtout, on l'enregistre pour le proposer au public. Et à ce moment-là, est-ce que tu es tellement focalisé sur ton son que tu demandes à l'artiste de revoir, de recommencer encore? Disons que ça ne va pas jusque-là. L'artiste, tu vois, je lui propose d'avoir les meilleurs micros, un bon instrument, et je n'ai plus rien à dire, enfin, en ce qui concerne l'artiste. Mais avec le temps, tu vois, j'ai développé ce qu'on appelle, je dirais, je sens l'émotion. Si je ne sens pas d'émotion, je vais le dire carrément. Et quand je dis émotion, il y a aussi la bonne façon de la projection de la voix s'il le faut. Parfois, c'est l'exécution même du morceau sur l'instrument. C'est pas naturel, c'est pas fluide. Tu vois, j'utilise des mots comme ça que tout le monde comprend. Et pour dire à tout le monde, ah non, 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 ça doit être vraiment bon, souple. Et ça doit se jouer comme si c'était, bon, c'est une habitude et à continuer à toujours soigner. Donc, en général, c'est ce qui m'a donné enfin, une très large clientèle, je dirais, une clientèle d'amis qui venaient me voir tout le temps pour travailler les mêmes, bon, pas les mêmes projets, mais des projets un petit peu complexes. Et je travaillais à l'époque dans n'importe où, pas nécessairement au studio chez moi. Une salle de concert, une salle de répétition. Et on en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Mais, oui, oui, pardon de t'avoir coupé. non, non, ça va. D'accord. Bon, Patrick Odon, cette somme de connaissances acquises à l'extérieur du pays parce que tu as été faire des études et cette passion du son que tu as en toi et que tu développes par la suite fait que tu vas déjà t'amuser, prendre beaucoup de plaisir avec des amis musiciens comme toi, mais qu'est-ce que sur quoi cela va-t-il déboucher par la suite? Parce que pourquoi je pose cette question? Pour que nos amis, nos fidèles amis comprennent que toute cette passion, toutes ces compétences, tu vas les développer en créant un studio d'enregistrement. Mais avant de parler de ce studio d'enregistrement, il faudra préciser, parce que dans les notes, on a échangé un petit peu, tu dis que tu as été parmi les premiers à enregistrer, à créer un studio d'enregistrement digital. Avant avant ce studio d'enregistrement digital, comment enregistrait-on, Patrick Odon? Bon, eh bien, les enregistrements se faisaient avec, alors, je parle de digital et je vais expliquer pourquoi. Mais en général, tout le monde avait une console, des haut-parleurs,
les bons micros et aussi une salle d'enregistrement appropriée avec pas trop de réverbération dans la salle, beaucoup plus une acoustique un petit peu où la voix ne rebondit pas sur les murs, où tu vois un petit peu le genre. Et tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent et c'était aussi euh, gourmand en énergie électrique, climatisation et tout. En fait, tout ça, c'était un paquet qui donnait quand même, qui demandait une installation, je dirais, je ne peux pas dire unique à un seul endroit, mais c'était difficile de la déplacer. Avec la technologie digitale, on a eu plutôt des composants qui pouvaient être déplacés en moins de 10 minutes, qui n'étaient plus dépendants du local. C'est pas trop lourd ensuite. Alors, le son digital n'était pas encore à l'époque un son aussi raffiné que le son analogue d'antan, mais ça n'a pas pris le temps pour que le côté pratique ait le dessus sur le côté sur le technique. Mais aujourd'hui, bon, je peux dire, c'est une. En fait, tout le monde travaille en digital essentiellement. Ce qui se faisait avant s'appelait comment alors? C'est un enregistrement analogique, Mhm. mais ça sur, et à l'époque, c'était sur bande magnétique, sur rouleau. Ensuite, on a connu les cassettes, mais les rouleaux étaient les multipistes sont venus s'ajouter un petit peu vers la fin de cette ère analogique. Mais après le rouleau, qui était très coûteux, puis pour avoir la qualité voulue, il fallait un grand rouleau de, je ne sais pas, de 10, plus de 10 pouces. La durée d'enregistrement en 24 pistes ne dépassait pas une demi-heure. Donc, c'était vraiment pas économique et c'était difficile de les trouver ici en Haïti surtout. En avoir deux ou trois, ça ne suffisait même pas pour un album. Donc, la technologie digitale nous a permis le stockage plus facile de l'enregistrement et aussi la portativité. C'était facile de donner à quelqu'un un CD pour avoir pratiquement la même qualité que la grande bande magnétique, qui était très difficile à manipuler, très fragile et très cher. Patrick Ouais, donc, Odon. Oui, pardon. oui, hein, je disais que c'était toutes les raisons pour lesquelles j'ai parlé digital, parce que pour quelqu'un qui voulait faire de l'enregistrement, c'était d'après moi la façon la plus économique d'aborder cette technique-là. Est-ce que ça veut dire, Patrick Odon, que toi, tu as commencé par l'analogie, concrètement? Non, pas vraiment. À l'époque, je savais visiter les studios, je comprenais, mais tout était cher. Tout ce qu'on a commencé par faire, alors, pour parler de mon expérience, on a eu une console analogue dans le passé, au début. Ensuite, les micros, évidemment, ça, on ne peut pas les changer, les câbles. Mais le stockage était en digital et le stockage digital, c'était pratiquement une petite boîte et une petite cassette qu'on appelait le DAT, qui permettait une qualité presque identique au son donné à l'appareil. Tu vois, alors, tous les studios en Haïti se sont convertis, ils avaient acheté aussi leur appareil DAT. Et voilà, donc c'était la première étape. Mais en même temps, tout de suite après le DAT, on a connu les premiers mixeurs digitales. Et là, on avait des petites machines qui nous donnaient 12 à 16 canaux. Il y avait un espace pas trop grand et une qualité et une flexibilité vraiment qui dépassait l'entendement, comme on dit. OK. On pouvait tout faire. OK. Patrick Audin, est-ce que c'est... Alors, je te demande d'éclairer nos amis fidèles des années folles, tous ceux qui aiment la musique, le son. L'enregistrement sur vinyle, l'enregistrement sur cassette, l'enregistrement sur CD avec cette époque analogique et cette époque digitale, est-ce qu'on peut qualifier une de ces périodes-là, un de ces formats-là, pour dire celui-là était mieux, celui-ci est aujourd'hui, même si on sait qu'il y a la facilité du digital aujourd'hui qui permet d'aller vite, d'aller loin, d'aller très très vite et très très loin.
Oui, tout à fait. Mais, enfin, pour la durée, effectivement, le vinyle bon, a fait ses preuves, mais on ne peut pas l'utiliser. Bon, moi, je dis personnellement, l'expérience que j'ai avec les vinyles, c'est que le son est quand même très bon, mais il faut être équipé d'une bonne aiguille et une bonne platine si on veut écouter un très bon son à partir du vinyle. Ensuite, beaucoup d'enregistrements qui ont été faits sur vinyle ne bénéficiaient pas de la technologie. Quand je dis digital, c'est pas ce que je voulais dire, mais la technologie appropriée pour la capture du son et la reproduction aussi. J'ai connu beaucoup de gens qui ont perdu leur vinyle parce que les signaux étaient gravés de travers. Bon, on a eu pas mal de problèmes de manipulation aussi. Tu vois, j'étais au courant, mais je n'ai pas eu, bon, si je pourrais dire, je n'étais pas assez âgé pour avoir la chance d'investir dans les vinyles. Ouais. Mais l'Italie, c'est très fragile, c'est vrai, mais on peut copier, on peut recopier la bibliothèque digitale facilement 4 ans, 5 ans après sur un nouveau hard drive. Et puis, c'est ce que je fais depuis quelques années. Je transfère mes données qui restent toujours disponibles et de bonne qualité. Parce qu'il y a une radiation. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut dire. C'est Il n'y a peut-être. pas d'altération, tu dis? Oui, il y a pas, la dégradation est presque nulle entre une copie et l'autre. Donc, c'est plus facile de conserver comme ça en transférant les matériels enregistrés, disons, en 1995. Aujourd'hui, en 2024, c'est mieux d'avoir ça sur un nouveau disque dur. Tu vois, Donc, toi, en tant qu'ingénieur du son, tu prônes vraiment la technologie actuelle pour pouvoir non seulement avoir un bon enregistrement, mais aussi pour pouvoir conserver, garder, protéger pour l'avenir son enregistrement. C'est ça. Là, c'est un domaine un petit peu complexe que je vais juste effleurer pour tout le monde. C'est que dans 10 ans, à partir d'aujourd'hui, les disques durs ne sont pas pareils. On a connu les disques durs des années 2004, ensuite 2016. Aujourd'hui, on parle plutôt de disques durs, mais pas d'éléments mobiles. On parle plutôt de scan disque, qui est 10, 20, 100 fois plus rapide que le disque dur. Mais là aussi, le substrat sur lequel l'information est copiée, ça se détériore chaque 10 ans. Donc, on espère qu'il y aura encore une technique dans le futur. Et c'est de ça que je parle. Il faut suivre l'évolution de la technologie. Ce n'est pas définitif. Je ne pense pas que ça va durer 100 ans sur les mêmes médiums. D'accord. Le monde est assez évolué. Voilà. Donc, la musique, le son n'est pas épargné en ce sens. Et peut-être que c'est une bonne chose, Patrick Audin. Donc, maintenant qu'on a parlé des techniques, et il faut la pratique. Donc, Patrick Audin va créer en 1900, non, qu'est-ce que je raconte? Et en 2006, Patrick Audin, que tu vas créer ton premier studio d'enregistrement? Oui, en 2006, c'était un studio professionnel. Okay. Je n'étais pas tout seul. Nous avions à l'époque embauché des jeunes qui avaient une bonne oreille, une bonne pratique et qui ont vraiment, vraiment fait un travail extraordinaire en enregistrant tous les artistes qui venaient sans que je sois obligé d'être là. Moi, ça me permettait de me brancher un petit peu plus sur l'aspect réalisation finale. Tu vois, une fois que tout était bien enregistré, là, on travaillait sur tous les montages, les suggestions, les arrangements. Tu vois, donc ça a été, c'est ça un studio, il y a plusieurs étapes. Mais dans le temps, depuis les années 94, 95, je me suis équipé pour être capable d'enregistrer un petit groupe du début à la fin. C'est avec ton studio Music Lab? Lab. Music Lab, c'était le nom, c'était un laboratoire de musique, si tu veux, c'était ça l'idée. C'est quoi un laboratoire de musique? En fait, c'est vraiment une salle où l'artiste vient. Le plus souvent, il vient avec un aspect de la chanson ou de la musique
et qu'il connaît bien, ça veut dire, il peut être instrumentiste, jouer au piano, jouer à la guitare, mais il ne connaît pas nécessairement qui va jouer le tambour, qui va jouer l'instrument, un violon, et comment ça se joue. Et il faut quand même développer cette aptitude-là. Donc, j'ai appris quand même à écouter. Alors là, c'est l'aspect pédagogique de mon travail, c'est que ça fait 25 ans que j'enregistre, bon, pratiquement avec l'orchestre Sainte-Trinité à l'époque. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, on a 4-5 concerts par année. Donc, ça m'a donné la chance d'écouter des centaines d'artistes, de bons musiciens, jouant au tuba, au bois, trombone, clarinette, trompette. Et je dis, bon, je peux les nommer tous, violon, violon, violoncelle, la contrebasse, le tambour, la batterie, les tympanines, les cymbales. Donc, tout ça, c'est des éléments qui ont des sons différents et l'association entre ces instruments n'est pas facile. Et on apprend, et le plus souvent, j'ai appris personnellement de la majorité des musiciens qui ont joué dans l'orchestre philharmonique et à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien, un peu partout dans le monde. Et ça prend des gens très disciplinés pour jouer à ces instruments-là. Tu vois, donc ça m'a servi pour justement les arrangements que je faisais avec les amis au studio et je pouvais les conseiller. Ah, ce que tu cherches là, le synthé n'est pas capable de le rendre tel quel. Il faudra trouver une façon d'associer un autre instrument. Ce sont des questions qu'on posait souvent au studio. Donc, ok, ce laboratoire, c'est comme c'est comme une forme d'expérimentation de la perfection. Oui, pour l'artiste et pour moi. Je dirais les deux. Les deux. Alors, qui était la première dans ce laboratoire, pardon, je suis tellement curieuse qu'il m'arrive d'aller trop vite. J'ai de tout savoir. Qui étaient les premiers cobayes, Patrick Audin? Bon, on a eu Philippe Augustin, qui était le volontaire, le premier à vouloir être le cobaye, puis avec sa guitare acoustique. Je n'ai pas bien entendu le nom. Philippe Augustin. OK. Philippe jouait dans Strings. On a eu aussi Franz Courtois, qui était un guitariste dans le temps, qui est devenu pianiste dans les années 1980. Et avec lui, j'ai appris beaucoup de choses sur l'orchestration d'orchestre avec des instruments avant. On a travaillé près de 20 ans ensemble depuis de façon très proche, très souvent. Parfois c'est du jazz, parfois c'était de la musique d'époque qui recréait. Et on a eu, alors au tout début, on a eu aussi Raoul Denis, que bon, c'est pas la peine de trop parler de lui parce qu'il a tellement dit le jour que. On ne pas parler de cet aspect malgré tout. Donc je dirais qu'avec lui, c'était vraiment merveilleux. On a travaillé un simple arrangement pour un clavier et une basse de clavier, basse et toute la panoplie d'instruments philharmoniques. Et je dois te dire, avec le violoncelle qu'il connaît, qu'il maîtrise, c'était pas difficile pour lui de créer un orchestre. Donc là, on avait toutes sortes de... Et c'est ça, pour ça, la raison du laboratoire, on pouvait acheter des échantillons de son d'instruments. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des montages où on entend pratiquement un orchestre, comme ça se fait dans tous les grands studios en Europe et aux États-Unis. Bon. Enfin, là, ici, on n'est pas tellement en retard. C'est une question de... Je dirais, c'est à mesure que les musiciens étudient, ils s'adaptent rapidement. D'accord. Ouais. Donc, de ce laboratoire, alors, quand tu dis on n'est pas en retard et qu'on entendait un orchestre, ça veut dire que vous étiez combien dans le studio, dans le laboratoire, et pour créer cet orchestre qui va être enregistré derrière? Bon, parfois, pas tout le monde en même temps, parfois 3 ou 4. Tu vois, le noyau directeur,
mais on appelait les gens beaucoup plus spécialisés que nous pour la rythmique, pour les instruments avant. Je dis, même pour le piano, c'est que tous les morceaux ne peuvent pas se jouer sur un keyboard. Donc, il faut quand même le piano, parfois le piano à queue. Tout dépend tu vois, du rêve en question, parce que le laboratoire, c'était vraiment un espace de rêve. Ok. Euh, on va retrouver ton travail dans quel premier album enregistré? Bon, là, c'est une belle question. Là, je ne me rappelle pas de tout. J'avais un premier album d'abord avec France Courtois, où j'ai eu à enregistrer tout en studio et aussi le piano à queue. On a eu après des chorales. Et je dirais le troisième ou quatrième album, on avait Tiraoul est venu un petit peu après pour son album, c'était en 99. Mais en 96, j'ai eu Guy du Rosé. Par surprise, je l'ai reçu au studio, il m'a dit, ah, on m'a donné ton adresse, alors je suis venu jouer. Dit, ah bon. Et en fait, c'était plusieurs personnes, son neveu Philippe Guillaume, qui avait dit, on va chez Patrick. Et Philippe avait appelé Raoul. Et voilà comment le groupe s'est formé. C'est moi, Raoul était là avec Guy, dans le but de l'aider dans la programmation des claviers. On parle de son, on ne parle pas de jouer, parce que Guy, vraiment, jouait tout seul. Il jouait la basse, il jouait le saxophone, il savait jouer le piano, évidemment, il chantait. Donc, avec Raoul, il a dit, bon, puisque tu es là, il faut que tu participes. Et bon, Raoul, il ne s'est pas fait plier, il a aidé justement dans les arrangements extrêmement beaux. Et que, bon, je ne veux pas donner tous les titres que ce soit, mais je t'enverrai par écrit un tas d'arrangements et de Haïti, c'est toi que je préfère. C'était ça, la chanson fétiche de Guy, où on a eu toutes sortes de situations, même l'accordéon parisien. Et donc ça, il a été heureux d'entendre les sons qu'on lui proposait, la combinaison qui avait été faite pour ça. Et ensuite, on a reçu des gens capables de chanter, des Marie-Alix Louis et Zina Sajous à l'époque. Il y avait des voix précises, belles, et donc convaincu qu'il fallait aussi mettre des chorales dans son disque. Donc voilà, ça a été un album qui s'est fait assez rapidement. Quand même, il a passé 4 mois ou 5 mois en Haïti avec nous. Donc, on s'est amusé, on a eu d'autres joueurs de trombone qui sont venus au studio, et les percussions avec celle de Sirius. Et on a eu vraiment, ça a été un projet inattendu pour nous, mais très bien fait. Un beau projet. D'ailleurs, chers amis de Haïti Inter, vous avez l'occasion d'écouter ce beau morceau Haïti, soit que je préfère, de Guy Durosier, est un projet dans lequel Patrick Audin, il a travaillé durement et bellement. Je crée mon mot. Patrick Audin, on y est, on y reste. J'ai 3 questions qui n'étaient pas prévues, que je vais te poser. Je vais te demander, comment tu pourrais parler de François Courtois? Bon, ça c'était... Oui, le musicien, je voulais dire que c'est une personne qui avait l'oreille parfaite. Je n'avais pas l'oreille parfaite à l'époque. Donc, il entendait tout, il savait pourquoi. Les combinaisons de notes n'étaient pas un secret pour lui. Et quand je dis les notes d'un octave à l'autre, il savait quand agencer les accords sur le médium. Enfin, si je prends un piano, je dirais médium, c'est autour du milieu du piano, dans le grave ou l'aigu. Ensuite, il s'est converti au piano parce qu'il jouait à la guitare. Et pour les gens qui connaissent les 2 instruments, la guitare à 6 cordes, on peut avoir un accord facilement comme ça la guitare avec une vraie basse. Et sur le piano, c'est beaucoup plus différent parce que il y a l'espace entre les fréquences, entre les notes. Parfois, c'est pas pratique d'avoir
un accord aussi vaste que celui de la guitare. Mais en même temps, le piano, c'est quand même un instrument avec une autre finalité. Donc, en tout cas, nous nous sommes adaptés à ça. Et Fanfan a décidé avec les possibilités du sequencer, parce que l'ordinateur, ça veut dire aussi une machine à enregistrer en pistes séparées. Il a décidé de reprendre des anciens morceaux de l'époque de Nemo Jean-Baptiste et des anciens morceaux qui ont un certain succès dans les années, je dirais, 65, 66 jusqu'à au jazz aussi, où c'était facile pour lui de mettre sa ligne guitare et ensuite d'orchestrer à partir de la base du premier instrument qu'il avait choisi. Ensuite, il appelait les amis pour la basse. Enfin, c'est Serge Dor à l'époque, des gens beaucoup plus habiles que lui à la basse. Et la batterie, c'était son frère. Et voilà comment on a commencé à travailler avec lui. Et la recherche musicale, c'est lui qui la faisait. Tu peux dire que c'est un, j'utilise ça, tu me diras si je mets un trop grand mot sur Franz Courtois en tant que musicien. C'était un génie, Franz Courtois? Définitivement. Définitivement, ça a été. Il y avait toujours quelque chose à nous montrer, à nous tous. C'était pas toujours du voir compris tout de suite. Mais rapidement, il développait ces thématiques et puis on se rendait compte qu'il y avait une raison. Et je pense qu'il a puisé tout ça dans son immense répertoire justement des vinyles qu'il avait, où il écoutait tous les musiciens de jazz et il savait pour quelle raison que tel ou tel projet on n'avait pas eu besoin d'appeler un trompettiste ou bien des cordes. Je voudrais dire que là, il pouvait faire la synthèse de tout ce qu'il entendait. Du classique, jazz et la musique haïtienne, c'était pareil pour lui. Donc, c'était un génie. Ah, tout à fait, tout à fait. Il a fait des arrangements formidables et jusqu'à l'année 2018, pratiquement, nous avions un dernier CD qui est sorti du studio avec sa touche où il a fait des arrangements encore dans les années 60, 57, 58. Il a modernisé. Et dans ce projet-là, c'était intéressant. On avait une dame, Madame Carrier, qui avait déjà 88 ans, qui s'est mise à chanter. Et puis voilà, ça a été un arrangement extraordinaire. D'accord. Et maintenant, la deuxième question, c'est toujours sur les musiciens, parce qu'on va revenir à ton parcours tout à l'heure, mais j'enchaîne avec ces musiciens. Et alors, cette collaboration avec Guy Durosier, est-ce qu'elle t'a permis de comprendre mieux l'artiste et même l'homme? Parlez-nous un peu de Guy Durosier. Bon, oui, c'est sûr que tu vois, en travaillant avec les artistes, après un mois, je dirais 15 jours, 20 jours, 21 jours, on commence à connaître un petit peu le vrai du projet. Le plus souvent, l'artiste, il y a quelque chose à dire, ça, c'est très facile à comprendre, mais l'expression musicale de l'artiste, ça prend plus de temps à surgir. Au départ, l'artiste est, je dirais parfois, un petit peu timide, mais ce n'est pas parce qu'il est timide, il ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qui est mieux en fonction de sa personnalité ou en fonction de son talent. Et avec lui, c'était pratiquement le professeur parce qu'on avait qu'à lui dire est-ce que tu te rappelles de tel note? Il me dit ah, c'est ça, mais laisse-moi écrire. Ça lui prenait, je ne sais pas, 30 secondes. Il avait déjà les 4 premières mesures pour la mélodie. Et une fois qu'il a eu la mélodie établie, il pouvait mettre ses accords en peu de temps et exécuter ça facilement parce qu'il avait presque pratiquement 30 ans, 40 ans d'expérience de musicien de scène. Donc, il n'avait pas besoin d'apprendre. Tu vois, simplement la direction où aller, et puis ça allait.
Donc, je l'ai trouvé comme un artiste extrêmement prolifique parce qu'il nous a laissé, on a eu la chance de préparer avec lui une partie des 60 ans d'histoire, qui était justement un résumé des 60 ans. Bon, c'est de l'histoire d'Haïti, enfin, haïtienne des années 30 jusqu'aux années 96, avec toutes sortes d'artistes. Et, donc, Sito Kavé, je ne vais pas nommer les artistes qui avaient fait les recherches sur la documentation, mais c'était justement l'histoire de notre musique haïtienne, illustrée aussi par des artistes du moment. Bon, Budou Rosé était présent, Réginald Policard, Pierre-Hugo Chéry, Goulot, un tas de musiciens actifs, bon, je dirais qui étaient très jeunes à l'époque, actifs, qui ont donné aussi une couleur nouvelle disons, à cette période-là. Je dirais les 60 ans de l'histoire musicale d'Haïti. Je dirais ça comme ça. Pour avoir fréquenté Guy Durosier au départ sur un projet, et est-ce que par la suite, vous allez développer une certaine, je pose cette question parce que je vais en poser une autre derrière, c'est lié. Est-ce que pour avoir travaillé avec lui, vous avez pu développer une certaine amitié? Oh, bien sûr, bien sûr. Donc, vous êtes resté en contact par la suite? Oui, bon, alors, on est resté, il m'a appelé peut-être quelques mois après son départ pour me dire que son disque était déjà disponible. Il nous a envoyé plusieurs disques qu'il devait distribuer, ça n'avait pas pris une journée, tout le monde voulait son disque. Il n'avait plus la vente. Et puis, après, il m'a donné ses nouvelles, il commençait à être un peu souffrant. Alors là, il y a quelque chose que je dois ajouter. Il a rencontré un fils qu'il n'avait pas connu. Ils se sont rencontrés la première fois au studio. Quand le fils l'a retrouvé, alors c'est une histoire familiale un petit peu trop longue à raconter, mais il s'appelle Robert Durosier et Robert est venu au studio rencontrer son papa. Et il était fou de le voir jouer et de mettre ses morceaux en quelques secondes et quelques minutes. Et tu Raoul pourra te raconter ça peut-être un jour aussi. Et nous étions tous là heureux de voir, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que il ne savait même pas qu'il avait un fils qu'il n'a pas pu rencontrer. Donc c'était vraiment intéressant de comprendre, il faut voir sa réaction. Il était heureux et puis il a le physique qu'avant. Ah ouais. Ce disque-là qui est très beau, c'est peut-être cette joie qu'il avait. C'est lequel? Alors, la joie de retrouver son fils. Non, le disque, c'est lequel? Le tout dernier disque a été ces trois que non, ça, oui, c'est ça, Réminiscence. Réminiscence. Okay. En fait, c'est le titre. D'accord. Haïti, c'est toi que je préfère, que j'appelle ce projet. Parce que c'est comme ça que nous l'avions établi et il était heureux vraiment en faisant ces chansons. D'accord, ah, c'est super. Alors, la question que je voulais poser derrière, et je suis contente qu'on puisse parler de ça, est-ce que Guy Durosier, parce que c'est un artiste très aimé, très populaire, très aimé d'Haïti, et puis un beau jour, il est tombé en disgrâce. Pour des raisons que les Haïtiens ont décidé, patati patata, avec raisons politiques. Est-ce que toi, tu sais comment il a vécu cette période? Bon, pas vraiment. Il n'est pas resté en Haïti longtemps. Il était venu justement pour un projet qu'on lui avait donné. Il a commencé le projet et puis, bon, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas toutes les données sur ce projet-là, mais il devait monter un orchestre, acheter des instruments et en même temps, il n'était pas venu pour rester trop longtemps. Donc, quand il est revenu en 96, étant donné que je n'étais pas un acteur de l'époque, je ne pouvais pas comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé et puis pourquoi ce désamour. Oui, c'est ça. Patrick Audin,
dans le travail que tu fais avec tous ces artistes. Alors, moi, je n'ai pas cité les artistes avec lesquels tu as travaillé, tu m'as envoyé les noms, mais tu ne pouvais pas citer tout le monde. Tu as cité, parce que c'est beaucoup de personnes. Entre le premier album enregistré et aujourd'hui, en plus, Patrick Audin, il va se diversifier. Il va plus uniquement enregistrer les artistes, mais vous allez, et tu vas partir avec ton studio dans des spectacles, tout ça. Ça, tu pourras nous en parler aussi parce que ça fait partie du travail de l'ingénieur du son. Mais Patrick Audin a réussi à faire un miracle. Moi, je dis un miracle. Et chers auditeurs de Haïti Inter, amis des années folles, eh bien, Patrick Audin a enregistré dans le temps 7 albums. Cet album, c'est un album que tout Haïtien devrait avoir chez lui. Pourquoi? Parce que le son, la voix sur cet album est extraordinaire. Et dire, Patrick Audin, que Jean Coulange a mis longtemps, d'ailleurs c'est toi qui lui as mis la main dessus pour pouvoir enregistrer cet album. C'est-à-dire dans ton travail d'ingénieur du son, tu as pu déceler les capacités de telle ou telle personne, même si la personne ne se présente pas en tant qu'artiste, chanteur comme ça, mais c'était déjà un artiste, Jean Coulange, et tu as pu déceler tous ses talents pour finalement faire en sorte que Jean Coulange enregistre l'ultime album. Comment ça s'est passé, et Patrick Audin? Bon, c'était un petit peu un rêve, je dirais, parce que j'ai connu Jean avant, quelques années avant, parce que nous avions eu, il a participé dans la plupart des ballets préparés par BFH, de Nicole Lunac. Il n'était pas toujours un chanteur invité, mais il était toujours dans la recherche, et je dirais anthropologique, parce que tous les ballets ont une raison et traitent d'une époque ou d'un genre musical ou de rythmique, et je dirais patrimonial pratiquement. Et Jean est le connaisseur, c'est une bibliothèque ambulante, il sait tout, sur presque tout, et en ce qui concerne notre folklore et notre, je dirais même les vaudou, jusqu'à, il peut le réciter par cœur. Donc, je savais que Jean chantais, mais en fait, je ne suis pas celui qui encourageait Jean à faire un CD, c'était Amos, et beaucoup d'amis de Jean qui souhaitaient qu'il fasse un album un jour. Donc, j'ai venu me voir une fois, il me dit, bon, où est ton micro? Je dis, bon, il est là, le voilà. Ok, je dis, Jean, on va commencer avec la musique. Je dis, non, 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 je vais chanter avec ma voix et debout-toi avec les autres. Donc, debout-toi, c'était Amos. Alors, Amos m'a dit, tiens, tiens, on va devoir mettre quelque chose. Et on s'est réunis, on a commencé, il y avait 3 personnes, Arus Joseph, le tambourineur, que tout le monde est mort, qui est décédé il n'y a pas trop longtemps, il y a tout juste un an. Et on avait Jean, et Amos qui était dans une petite salle, là où je me tiens actuellement. Et Amos, et la guitare et le tambour, c'est pas possible. Je m'ai dit, ah non, je ne peux pas chanter sans les deux. Je ne vais pas chanter fort. Alors, voilà comment on a commencé. Et c'était, la guitare, il n'y a pas moyen d'effacer ça. C'était sublime. Le tambour, la russe, on n'a pas touché à ça. Et j'ai dit à Jean, bien, on va laisser comme ça. Donc, 6 ans après, il s'est décidé et on a pu ajouter on a gardé l'enregistrement initial d'Amos parce que c'était unique. On a ajouté les voix, on a ajouté la rythmique, très simple. Il y en a qui l'a refait lui-même. Il a dit qu'il préfère rechanter. Et rechanter, ça veut dire quoi? Éliminer l'ancienne voix. Et tu sais, dans une salle où tout le monde est côte à côte, ça m'a pris tout un artifice d'instrument pour éliminer l'ancienne voix et lui permettre de rechanter. Bon, je sais que c'est le travail, tu vois, on a vraiment aimé ça. Mais Jean avait, je dirais, le projet, c'est pas seulement, je ne me rappelle pas de tous les titres aujourd'hui, mais il a fait des chansons extraordinaires, et ça cultivait, et comme ça,
Il a dit, on va faire annoncer. Bon, annoncer, c'était au départ avec Amos, mais il y a un tas de pièces que Amos ne connaissait même pas. Jean, on a monté ça en studio, mais on ne savait même pas où on allait. On ne savait même pas, tellement Jean avait tout dans la tête, aucun papier écrit, tout était là. Et puis, il a commencé à chanter. Bon, Aous était, à ce moment-là, on était au studio professionnel. Aous était en cabine, il pouvait jouer au tambour. Et Jean l'entendait assez fort pour être à l'aise. Tu vois, et ça a été, on a entendu des choses extraordinaires, des récits, tu vois, ça, ce que tu as entendu là, c'est unique. C'est unique. Et les autres morceaux annoncés, il y avait Elzili, un tas de morceaux. Legba. C'est ça. Legba. Ouais. Bon, j'arrive pas à voir tout. Ibolele. Oui. Alors, j'ai pas ma pochette avec moi, mais. Alors, moi, c'est mes musiques que je n'ai pas. Non. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On dira que les titres sont là. Les gens pourront aller écouter, acheter l'album surtout, aller écouter la musique que Jean Coulonge a enregistrée. Et Patrick Audin, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Aussitôt qu'il s'est décidé, toi, tu devais être disponible pour appuyer sur l'enregistrement tout de suite. Oui, il ne faisait que rentrer en studio, il regardait la montre, il disait une demi-heure, on y va. Mais qu'est-ce que tu vas chanter? Je ne sais pas. Aous, joue ça. Aous jouait vite, et puis voilà. 5 minutes après, fini, on passe à un autre. On a tout ce que je pouvais faire, c'est les prochaines séances, lui dire, je n'aime pas la version de, je dirais, Igolélé, on va changer, est-ce que tu peux la reprendre? Bon, mais d'accord. Alors, quand il est mieux disposé, ça va bien. Okay. Ouais, c'est difficile de raconter tout ça parce que j'étais aussi pris de cours. Une demi-heure devant moi, il fallait que tout soit bien. Et je dois te dire que aussi, il faut reconnaître que Jean avait une voix juste. C'est pas quelqu'un qui se trompait. Tu vois, il chantait deux traits, et comme il dit la voix d'El Canto, il chantait, il était sûr de lui. On n'était pas toujours certain que la prononciation de certains mots était exacte. Bon, ça, c'est l'artiste. Mais il a fait des corrections après, mais pas beaucoup. En réalité, tout le travail d'agencement qu'il a fait, il n'était plus là pour assister, mais il venait quand même 2 fois par semaine écouter ce qu'on avait traité et si on avait complété la rythmique, si on avait ajouté les instruments, le keyboard, on avait quand même quelques rares cas où on a ajouté les instruments si tu veux, harmoniques. Mais le produit Jean Coulonge était réellement attendu. Tout le monde souhaitait entendre ça, tout le monde. Donc, il a été vraiment obligé de faire son album. Tu vois, et ça me fait plaisir que tu sois aussi parmi celles qui posent des questions, parce qu'on m'a posé la même question, comment as-tu fait? Et je n'ai rien fait, j'ai simplement levé le micro et puis on était prêts. Il fallait être prêt. Donc, oui, tu étais prêt. C'était ça il fallait être toujours attentif et être prêt pour pouvoir l'enregistrer parce que c'est un trésor, cet album de Jean Coulonge, titré Annoncé, qui est sorti, je ne sais plus en quelle année, mais c'est 2009. 2009. Un petit peu avant. Un petit peu avant. Patrick Audin, là, en écoutant l'histoire de Jean Coulonge, c'est extraordinaire d'avoir cette possibilité que l'artiste se soit mis, pas vraiment disposé, mais il s'est mis quand même disponible pour enregistrer cet album. C'est un album qui, j'ai envie de dire, de ce que j'entends, qui a été enregistré presque d'une traite. Oui. Tous les morceaux, c'est d'un trait.
Ok. Parce que il n'y a pas moyen de, tu sais qu'il n'y a pas de rythme automatique. Donc, il n'y a pas moyen de l'adapter comme ça, et on va reprendre les textes et la chanson toute seule. Tu le connais, Jean, c'est l'émotion du moment. C'est Et c'est super. bien et de l'entendre, et à chaque fois, c'est un arrangement différent. Hmm, C'est ça le d'accord. plus difficile avec lui. Est-ce que, bon, j'imagine que le cas, je dis le cas entre guillemets, Jean Coulange, c'est pas toujours ça que tu rencontres dans le cas de tes enregistrements avec les autres albums, les autres artistes. À chaque fois, c'est autre chose. On est d'accord, Patrick Audin. D'accord, Mais d'accord. mais est-ce que pour toi, il y a un travail avec un artiste en dehors de Jean Coulange qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus fait vibrer, ou tu t'es senti très, très impliqué et que ça t'a marqué définitivement? Bon, je suis toujours très impliqué dans tous les projets. Et je dois le dire comme ça. Et il n'y a pas, dire il y a un artiste, il n'y a pas, non, c'est pas vraiment le cas. Et je dirais que c'est peut-être la rencontre avec tel ou tel artiste, ça peut déboucher sur un plus gros projet. Tu vois, c'est comme ça que je le vois, mais on a eu un tas de choses extraordinaires. Tu sais que j'ai aussi travaillé pendant des années avec les productions Yol des Roses. Et ça, c'était vraiment à je dirais, chaque projet, il fallait repasser tout son vocabulaire musical, repasser les arrangements, la technologie, et aussi parce que là, pour Yol, c'est du cinéma. Du cinéma, mais in vivo. C'est plus, c'est pas le ballet. Le ballet, c'est technique, c'est aussi un mouvement, mais avec eux, tu as des acteurs, je dirais, ceux qui parlent bien, et qui doivent aussi camper un personnage correctement. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec Daniel Marcelin, qui était le metteur en scène. C'est pas facile du tout. Il fallait vraiment que l'artiste soit au maximum de son talent et que la technologie aussi, que l'enregistrement soit bien fait. Sinon, on ne peut pas utiliser ces voix additionnelles au spectacle comme ça. Tu vois, ça, c'était des projets, défis, j'appelle ça, tellement nous avions, et c'est pas seulement moi, j'ai dit, il y avait la recherche historique, et bon, je ne vais pas citer tous les noms aujourd'hui, mais Mm. c'est des projets uniques. On a 20 ans de travail ensemble. Et il y a aussi le projet de Michel, où, avec sa famille, le projet, alors j'oublie, j'en ai fait tellement avec elle, peut-être 3 ou 4. C'est le Et dernier? c'est un petit peu plus avant. Avant ça, c'est le projet où il y avait l'Éternel. Ok. Et ce disque-là, on a travaillé énormément avec, cette fois-ci, Philippe Augustin, qui était son guitariste invité. Et on a eu beaucoup de plaisir à faire cet album. Parce que Alors, c'était. je repose ma question autrement. Je sais que, Patrick Audin, tu as travaillé sur beaucoup de projets classiques. Donc, on parle de l'orchestre Sainte Trinité, la Philharmonie, tout ça. Ouais. Mais je sais aussi que tu as travaillé sur des projets genre d'autres styles musicaux. Patrick Audin, c'est quoi ta sensibilité? Tu es versatile, l'artiste est versatile. Mais est-ce que tu as une sensibilité particulière? C'est un truc qui te fait le plus vibrer sur lequel, quand tu travailles, que ce soit, est-ce que c'est sur le classique? Est-ce que c'est quand tu changes de registre et que tu vas travailler sur un projet compact, que tu vas te sentir vibrer, tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dedans? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ton travail d'ingénieur du son? Bon, le plus souvent, ce sont les créations nouvelles, pas nécessairement un groupe compas, parce que c'est un petit peu plus automatique. Tu vois, les clichés sont déjà connus, il y a un artiste qui doit ressortir ou 2 artistes. Ce sont des projets, je dirais, commerciaux. Moi, en fait, j'ai toujours préféré avoir les projets
basé sur l'art, sur la nouveauté, sur l'exclusivité, je dirais, enfin, l'exclusivité du jamais vu auparavant. Et on a eu ça avec le groupe Voix et Harmonie. C'est un groupe choral classique avec un piano et quelquefois le tambour en accompagnement. J'ai eu aussi Madame Denis, Madame Micheline Denis, qui a fait plusieurs travaux avec moi dans son album Les classiques de la musique haïtienne. Un ancien, on a revisé avec Raoul Denifer un de ses premiers albums à Washington. Et ensuite, il y a eu justement les voyages de Mme Denis à Cuba, où c'était une grande première. Elle avait été reçue par l'orchestre symphonique de Cuba. C'est le plus grand orchestre symphonique de la Caraïbe. Et d'après certains spécialistes, c'est l'orchestre de la Caraïbe et du nord de l'Amérique du Sud qui ressemble le plus à un orchestre européen. Donc ça, c'est un orchestre de très haut niveau. Et c'est sur YouTube actuellement et j'ai pu travailler au mixage de la pièce de Grieg, Edvard Grieg. Et il y a une pièce de Beethoven aussi. Ça, c'était vraiment un projet passionnant, inédit, à cause de la complexité et de la simplicité de l'enregistrement. Faire ressortir toutes choses, ça nous a pris à Maxence Denis et à moi beaucoup de temps. Et je dois remercier Maxence qui a fait un travail cinématographique à l'époque et qui avait conservé le son venant de ses caméras. Ça m'a permis d'avoir le son stéréophonique qui est de mise dans tout enregistrement philharmonique. Alors, Cuba, c'est symphonique, c'est pas philharmonique. Il y avait 4 ou 5 basses, et donc c'était vraiment quelque chose de très sérieux. Et il n'y avait pas de replicage, ça a été fait en concert devant tout le monde. Et il fallait entendre, tu vois, ça c'était un projet vraiment inédit. Donc, toi, c'est les projets où il y a la création en permanence qui t'intéressent. Exactement. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'on va te trouver sur les scènes au Cap-Haïtien, dans le nord du pays, à travailler sur le projet Henri-Christophe? Oui, bon, alors, dans le nord, on a travaillé avec Henri-Christophe, c'est pas le... J'ai travaillé avec Yol dans le mémorial SIDA. Okay. Ça s'était passé à Sans Souci, représentation aussi à Sans Souci, sur la pelouse devant l'entrée du palais. On a eu aussi en 2017 l'arrivée de jeunes Américains. Et donc, ce sont des instruments, c'est un orchestre philharmonique à instruments à vent. Ils sont venus, ils nous ont fait une démonstration pour le public haïtien. On était 1500 sur la pelouse. Il fallait une sonorisation en bonne et due forme, un enregistrement impeccable pour que les jeunes repartent aux États-Unis avec les tracks, les 24 pistes. Ensuite, il ne fallait pas que ça soit trop fort pour ne pas abîmer l'acoustique du palais de Sans Souci, qui est sous la supervision de l'ISPA et de l'UNESCO. Donc, il n'y a pas moyen de jouer fort. Pourtant, tout le monde a entendu, tout le monde était heureux. Et ils ont joué ensuite, le groupe de 75 musiciens américains s'est associé aux peut-être 60 de l'orchestre philharmonique Sainte-Unité pour jouer 5 ou 6 pièces ensemble. Et c'était extraordinaire de projeter ça. J'ai des photos, mais je n'ai pas de vidéos malheureusement. Et puis il y avait l'illumination aussi qui faisait partie le décor a été vraiment formidable. D'accord. Patrick Audon, je pense qu'on va prendre rendez-vous parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je voulais savoir, dans toute cette somme de connaissances que tu as acquises après déjà avoir fait des études, et puis au fil des années dans l'exercice de ta passion, qui est l'univers du son, est-ce que tu as fait école, Patrick Audon?
Bon, je ne sais pas si j'ai fait école, j'ai quand même préparé beaucoup de gens, beaucoup d'amis. Bon, je les appelle des amis parce que au studio professionnel, c'était un travail et il fallait que ça soit bien. Et il y en a, bon, j'ai eu à travailler avec beaucoup d'entre eux, mais il y en a un qui fait très bien actuellement, il fait Studio Festival, Studio Fest. Il fait du live recording et c'est vraiment très bien fait et ça passe sur Caraïbes et sur aussi YouTube. Ensuite, il y en a d'autres. Il y avait Pierre Gillot, mon assistant, qui était extraordinaire dans les prises de son, fidèle. Et on a aussi le. Alors, j'ai oublié de parler d'un projet, mais je vais revenir là-dessus. Et j'ai travaillé aussi avec l'équipe de Sonomix, qui était une équipe extrêmement disciplinée et performante. Et la plupart des ingénieurs de Sonomix aujourd'hui travaillent avec New Look et avec, je dirais, Classe et d'autres orchestres, parce que malheureusement, le marché haïtien s'est un petit peu déplacé vers la diaspora nord-américaine. Et bon, oui, probablement j'ai fait école parce que on m'a vu au pays et puis ils font mieux que moi maintenant. Oh. Ils diront, peut-être qu'ils diront que non, on ne peut pas dépasser le maître, mais toi, tu dis qu'ils font mieux que toi. Et oui. J'ai une chose qui me marque, c'est que au moment où je t'écoute parler de ton travail si tu as fait école, et tu as dit un truc, et ça tout de suite, je me dis, mais bien sûr, Patrick, il faut, alors je pose la question, pour être un bon ingénieur du son, est-ce qu'il faut un bon ou une bonne preneuse de son? Définitivement, c'est la meilleure chose qu'il faut avoir dans le studio. Une prise de son minutieuse et il faut que la personne soit patiente. Un bon ingénieur qui est trop pressé, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Et il faut que la personne soit soucieuse. Et justement, je dois ici saluer Pierre Gillot, qui a travaillé avec nous, qui était vraiment le chouchou de tout le monde. C'était lui qui était chargé de la prise de soin et avec beaucoup de, je dirais qu'il l'a fait avec beaucoup de conscience, beaucoup d'amour pour son travail jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on a pu fermer le studio avec la conjoncture haïtienne. Donc, tu vois, c'était pas facile de continuer ainsi. Mais après ça, il nous a permis d'avoir des projets extrêmement intéressants. Parce qu'il y en a un qu'on a fait en 2000, j'ai commencé à le faire en 2003, c'est Réginald Polycar. Nous avons terminé en 2009 au studio. Et je vais dire lequel, je vais le dire tout à l'heure, je vais continuer. Et il y a en 2021, pendant le Covid, quelqu'un qui ne me connaissait pas, il me dit, ah, je t'appelle des États-Unis, c'est un grand guitariste, il m'a dit, j'ai entendu parler de ton travail. Justement, le projet en question, c'est le projet de Ralph Miller. Il me dit, comment as-tu fait ce projet? Je dis, bon, écoute, c'est comme tous les autres projets. Et comme Ralph est un peu sud-américain dans sa façon de concevoir la musique, il y a le jazz, il y avait tous les grands pianistes étaient là-dedans, et Mouchi Widmayer, Réginald Polycar, Eddie Prophète, et Ralph était le guitariste. On a utilisé les services de euh, Jimmy Daniels, qui est un grand batteur qui a joué avec Boulot dans les années 96-98. Ça a passé peut-être un an en Haïti. Et ça a été un album super bien fait, bien réglé. Tu vois, alors ça m'a donné vraiment quelqu'un des États-Unis qui m'a mis depuis là, c'est Jean-Charles Davoine. Depuis là, je suis dans tous ces projets. Donc, c'est encore. Alors, c'est différent. J'ai maintenant la clientèle qui m'appelle de l'extérieur d'Haïti. À part la bien sûr, avec qui je continue à collaborer. Mais les autres, je ne les connaissais pas et c'est vraiment un plaisir de découvrir des nouvelles choses. Sur quoi te vois-tu travailler en dehors de tout ce que tu as travaillé qui pourrait, là comme ça,
t'illuminer, te dire là, ce projet, est-ce que tu as une idée en tête de ce que tu aimerais faire, toujours dans le cadre en tant qu'ingénieur du son? Voilà, on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets à remettre sur le tapis parce que on a encore un très grand ingénieur du son, Robert Denis, qu'on appelle, tout le monde l'appelle familièrement Bobby, qui est disponible. Il vient au studio de temps à autre parce que j'ai quand même le studio fonctionnel chez moi. On a fait avec Bobby, c'est extraordinaire de voir qu'en 2 heures de temps, le travail est fini. Fini, prêt à aller en manufacture. Alors que moi, je prends parfois des semaines. Et c'est extraordinaire de travailler avec lui pour voir comment la maîtrise de beaucoup d'instruments, de la technologie, ça ne dérange pas digital ou analogue, il est aussi à l'aise. Tu vois, j'aimerais avoir un projet avec lui. On essaye. On a aussi des gens comme Henri Célestin qui sont des icônes de la musique. Avec Henri et Robert Martineau, nous avions pu faire trois remakes des Difficiles de Pétionville. Alors, moderne, les années, je dirais 2014, 2015, 2016, on a pu en sortir 3. Et je pense qu'on peut continuer comme ça. Mais cette fois-ci, on va essayer d'incorporer les danseurs. Parce que je leur ai dit que le compas, ça ne peut pas être projeté comme on le projette aujourd'hui. Montrer des instrumentistes qui jouent comme ça, bon, il n'y a pas de. Je ne vais pas parler de discipline, mais il faut qu'il y ait un petit peu un format beaucoup plus attrayant pour le public et aussi les danseurs, comme Henri Larivière l'a fait récemment au Zénith. C'était merveilleux de voir des danseurs de toute nationalité. Les Français, Français, Haïtiens, bon, les Guadeloupéens probablement. Et puis une salle euphorique. Alors ça, j'aimerais faire un enregistrement en direct de ce genre de spectacle. Je travaille sur des spectacles comme ça, mais tu vois, il faut que tout soit bien réussi. Pas seulement le son, image, chorégraphie, mise en scène, et puis le contenu aussi doit être bon. Tu vois, ça c'est... Bon. Quel que soit le domaine, le genre musical, je serai toujours à l'aise. D'accord. Patrick Audin, j'écoute avec attention, mais je sens que quand tu parles du compas, tu aimerais peut-être qu'il y ait plus de travail, plus d'exigence, plus de discipline, une vraie discipline, le compas. C'est ce que tu aimerais, que ça devienne un vrai genre avec des codes, tout ça? En fait, c'est ça. C'est l'art de la scène. Il faut que ça soit, surtout aujourd'hui, on nous présente ça sur YouTube. La musique est au rendez-vous, je l'admets, mais il faut encore plus de, je pense, virtuosité. Je n'exagère pas, mais des clichés beaucoup mieux réussis, comme on a vu avec Kassav. On a vu ça avec les groupes martiniquais, peut-être qu'ils travaillent beaucoup plus. Parce que les Haïtiens, c'est surtout l'improvisation du moment. Et je ne dirais pas qu'il n'y a pas de travail, la musique est connue, mais le gestuel n'est pas toujours approprié à ce qui se passe. Et vraiment, on a aujourd'hui des caméramans, on a des metteurs en scène, on a des scripteurs. Il faut souffler les mots aussi, probablement. Et bon, j'aurais aimé que ça fasse partie d'un plus grand spectacle que ce qu'on voit actuellement. Donc, 65 ans plus tard, si je ne me trompe, 67, là, je ne sais plus. On est en 2067. 67, là. 69, mais c'est 67. 67 ans plus tard de la création du compas comme genre musical très populaire en Haïti. Tu penses que le compas, même si je suis consciente que tu admets qu'il y a des choses qui sont faites, mais c'est comme si tu disais, oui, là j'entends qu'il faut l'art du spectacle, il faut bien organiser, mais c'est comme si tu dis aussi, il faut aller plus loin ou bien il faut faire mieux, Patrick Audin. On doit faire mieux, c'est sûr, et on ne va pas changer vraiment le rythme. Le rythme est très bon.
Et déjà, en voyant certains groupes jouer sur YouTube, certaines soirées, je peux remarquer qu'on a maintenant des professionnels sur la scène. Je vois les instrumentistes qui jouent religieusement ce qui a été proposé, c'est bien joué, c'est fait à temps, donc il n'y a pas de déséquilibre là-dessus. Mais il y a un déséquilibre, je dirais, au niveau du spectacle lui-même. Alors ça, c'est une opinion un petit peu personnelle, c'est pas que je vais critiquer ceux qui sont aujourd'hui, qui paraissent les groupes, mais tu vois, le chanteur ne veut pas cacher quelqu'un à l'arrière. Il faut qu'il y ait une disposition beaucoup plus agréable, ou bien il y a trop de monde, ce que je n'aimerais pas dire, parce que c'est une instrumentation qui nécessite vraiment une rythmique très chargée, et, enfin, ils sont trois déjà. À l'époque, je dirais les années 80, nous avions le cha-cha et justement la grage, qui faisaient partie qui étaient tenus et joués par les chanteurs des groupes. Alors, je prends un exemple, les cheveux, les scachas, ils ont toujours eu Cubano avec le cha-cha. Aujourd'hui, il n'y a pas un chanteur qui a un instrument. Les chanteurs ne dansent pas. Si on compare les Dominicains et la musique salsa, tous les chanteurs ont des pas de scène intéressants à voir. Ils ont un instrument à la main, ils chantent bien, c'est clair. Et il y a un petit peu plus de discipline, je parle dans ce qui est présenté à la télévision ou sur YouTube. Tu vois, ça, c'est ça que je compare. C'est pas. Je pense qu'on pourrait faire des spectacles comme ça, où tout est bien pensé, enfin, réalisé, comme je le faisais à l'époque avec les chœurs de femmes. Avec les chœurs de femmes, c'était très bien réglé, costume, gestuelle, texte, musique, cadence, enfin, tu vois. C'est un petit peu ce que je voulais dire en parlant de combat. Donc, il faut un peu de créativité. Créativité. OK. Avec de la discipline. Discipline formelle, ça veut dire, je ne parle pas d'uniforme, mais discipline dans le travail, discipline dans la façon dont c'est fait, discipline dans tout, quoi. On arrive souvent, ces jours-ci, j'observe certains groupes où il y en a un qui s'habille avec des coups excessifs, et puis le reste du groupe, il n'y a pas de. L'habit n'est pas là. Enfin, il n'y a pas d'harmonie. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est inégal. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus de synthèse, enfin, de travail là-dessus. Patrick Audin, est-ce qu'on peut parler à Patrick Audin et dire qu'on a tout dit? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est parce que je ne parle pas. On ne peut pas, hein? Patrick Audin, alors, pour tous ceux qui vont suivre cette émission, je suis désolée de vous dire qu'on n'a même pas parlé d'un quart de ce que représente le travail de Patrick Audin en tant qu'ingénieur du son. Néanmoins, c'est vrai, hein? Tu es d'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a tellement eu de variétés. Je peux dire à tout le monde que j'ai travaillé avec Michel Guillaume. Et à l'époque, c'était son premier disque qu'on faisait. Et j'ai tout de suite vu que c'était une personne qui avait un talent fou pour le chant. Alors, chaque fois qu'elle chantait, il me dit, ah, je n'aime pas. Je dis, moi non plus, je n'aime pas, tu vas recommencer. Et puis, on s'est accordé, et son produit a fait un succès fou. Tu vois, et puis, bon, je l'ai perdu de vue, évidemment, parce que sa carrière ne peut plus rester au pays tout le temps. Mais dès qu'on se voit, on a des minutes et pratiquement des heures à se raconter. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi je ne fais pas ça. Bon. D'accord. C'est une belle artiste. Donc, c'est l'une des artistes avec lesquelles tu as travaillé et que tu trouves que ça reste une belle artiste. Et il y a de l'espoir du côté féminin pour le combat? Attends, pendant qu'on y est, on peut dire ça.
Bien sûr, d'ailleurs, actuellement, tous les orchestres qui ont une femme en train de chanter, ils sont au devant de la scène. Je pense que même le Diacoute Musique devra revenir avec une chanteuse, parce que les plus grands groupes ont tous une chanteuse, et je dois dire qu'elle se débrouille très bien. Il faut quand même raffiner, bon, ça va prendre un petit temps, mais il y a déjà ça, la configuration du bal a changé. C'est devenu un spectacle où le public est debout, le public peut danser, mais ce n'est plus la salle de bal. Tu vois, alors ça, c'est pas moi qui l'ai voulu, comme disait, c'est peut-être à cause des femmes qui chantent si bien et puis qui sont tellement, je dirais, adulées actuellement, que la configuration compas direct, elle continue à évoluer. Patrick Audin, si je dois donner rendez-vous à mes auditeurs, je dis auditeurs, c'est parce que j'ai beaucoup fait de trucs radiophoniques, c'est pour ça que je parle d'auditeurs, mais à nos internautes, et si je dois donner rendez-vous à nos internautes, Patrick Audin, pour trouver ta touche en dehors de l'album que j'ai cité, du projet Pelle éternelle avec Emeline Michel, de l'album de Jean Coulange que j'ai sous la main, mais il y en a d'autres toujours. Où est-ce que je dois dire à mes internautes d'aller chercher la touche de Patrick Audin? Bon, ils vont entendre bon, mon travail dans pratiquement tous les enregistrements de Réginald Polican. On a plus de 22 albums disponibles, dont le fameux qui s'appelle Tradition, qui est de toute beauté, parce qu'à l'époque, il avait invité Pierre Blais, qui était un chanteur extraordinaire des années 60, et qui parle l'espagnol et le français bon, de façon équivalente, le créole aussi. Et c'est un bonhomme, un musicien hors pair. Donc, ça c'est disponible sur YouTube, et à beaucoup d'occasions, bon, c'est facile de trouver ça. Les albums de Madame Denis sont aussi sur YouTube, sur Raoul Denis aussi. Alors, les travaux spéciaux, malheureusement, c'était fait pour des spectacles uniques. Peut-être qu'on va commencer à revoir qui avait été fait à Canachuk pendant 10 ans. On a reçu Alain Cavé, on a reçu le groupe Descendants, on a reçu pas mal de groupes intéressants et j'ai beaucoup d'enregistrements qui peuvent être raffinés pour la publication. D'accord. C'est un peu frustrant parce que on ne peut pas tout dire dans un seul numéro. Mais ce que je sais, chers internautes, c'est que j'avais hâte, j'avais soif de donner la parole à un technicien qui travaille pour nos oreilles, qui nous donne du bon son à écouter, à nous installer sur nos canapés, les pieds comme ça, notre tasse de thé, de chocolat, de café, à nous abreuver de musique, de bonne musique, de bons sons. Et puis, on connaît leur nom, et puis le grand public ne connaît pas forcément leur nom, mais les artistes, oui, le public avisé, oui. Et puis, j'avais envie, mais vraiment, j'avais envie de vous présenter Patrick Audin, l'un de nos ingénieurs du son qui font un beau travail, parce qu'il y a Robert Denis aussi, peut-être que j'espère avoir l'occasion de discuter avec lui, mais je voulais à tout prix vous présenter l'un des génies du son qui nous permettent d'écouter de la bonne musique, du bon son. Et nous, on en profite, mais eux, on n'en parle pas. Alors, du coup, je l'ai fait. Je ne sais pas si je dois être fière, Patrick, mais en tout cas, je voulais le faire. Et je ne dis pas que c'est la première interview que tu as donnée. Non, non, pas du tout. Mais ce que je dis, c'est que dans le cadre de cette émission Les Années Folles, je parle des artistes, je montre leur album, je les évoque, on évoque les artistes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, il y a des artistes qu'on oublie parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on ne les entend pas. Et je ne veux pas qu'on oublie ces artistes-là. On ne doit oublier personne, Patrick Audin. Et c'est pour ça que je te dis merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. On va y revenir. Il faut qu'on revienne, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Je serai toujours disponible. Et si un jour tu veux qu'on soit deux, ce sera aussi possible.
je vais vous inviter aussi. C'est toujours bon d'avoir un colloque d'ingénieurs de son. Et, par exemple, Joël habite tout près, donc bon, il n'est pas loin, donc on peut toujours avoir la possibilité de discuter. Moi, je veux bien. Merci Patrick Audon d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis, on va se donner rendez-vous avec d'autres ingénieurs du son pour faire un... Parce que tous les ingénieurs du son ne vivent pas le métier pareillement. Et donc, on aura l'occasion d'écouter les sons de cloche différents. Et moi, je vais vous dire à vous qui allez regarder cette émission, merci d'avoir regardé. Et puis, appréciez le travail que font les ingénieurs du son que vous ne voyez pas. Sans eux, l'album que vous aimez ne serait pas l'album que vous aimez. Vous entendez? Et puis, pour nous soutenir, c'est toujours haitiinter.com, vous pouvez nous soutenir sur la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette émission. On salue tous les artistes qui ont travaillé avec Patrick Audon, on salue tous les ingénieurs du son qui font du bon travail derrière. Et puis, on dit merci encore une fois, Patrick Audon, d'avoir joué le jeu. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro. Vous allez avoir l'occasion de voir Patrick Audon dans d'autres émissions que je vais réaliser pour vous parce qu'il parle d'autres artistes. Vous aurez l'occasion de les écouter. Et puis, voilà quoi. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Avec quel invité, je ne sais pas. De quel artiste parlera-t-on à ce moment-là, je ne sais pas. Mais je sais que si tout se passe bien, je reviendrai vous voir pour vous parler de nos artistes et aussi de nos ingénieurs du son. Merci, Patrick. Merci à toi aussi, Frida. Merci.